reprise de mon premier opéra, qui était une commande de l'Opéra du Rhin, fin 2006, début 2007, à une époque donc où Nicolas Joël venait d'être nommé directeur de cette maison. Donc j'ai demandé à avoir un dramaturge pour parler de textes éventuels pour l'opéra, et il m'a présenté son dramaturge d'alors à l'Opéra du Capitole, qui était Christophe Gristi. On est très rapidement tombé d'accord sur le livret qui traiterait de la vie d'Anna Akhmatova. Et il a suivi donc quelques mois, 6-7 mois de travail uniquement sur le synopsis, sur l'histoire. Puis Christophe a commencé à rédiger le livret, et de composition purement musicale, il y a eu à peu près 14 mois, avec entre les deux parties principales un entracte. D'abord un entracte sur scène, mais un entracte qui, moi, m'a permis de composer de la musique d'orchestre, parce que quelque part j'avais besoin de prendre un petit peu mes distances avec la musique narrative pour revenir à une écriture purement musicale, une espèce de pause ou de récréation, donc, qui a été cette pièce que j'avais composée, qui était commandée par la Philharmonie de Berlin. L'intérêt de travailler sur un personnage historique comme celui d'Akhmatova, c'est aussi de prendre une forme de distance et de stylisation. Et je crois que c'est ce qui transparaît magnifiquement dans la mise en scène de Nicolas Joël et dans sa scénographie, qui a été donc travaillée par Wolfgang Gussmann, grand décorateur qui a beaucoup travaillé avec Wildecker notamment. Pourquoi? Parce qu'on a à la fois Akhmatova qui est omniprésente, par l'utilisation du tableau de Modigliani notamment, et en même temps ce tableau de Modigliani qui est juste une ligne, qui est juste derrière moi, est une Akhmatova stylisée. Et c'est un peu ça que je voulais réussir dans cet opéra. C'est une Akhmatova qui ne serait pas une Akhmatova trop couleur locale. Du coup, la mise en scène qui est extrêmement objective de Nicolas Joël, extrêmement sobre, correspond tout à fait à la fois à ce que je voulais faire et à une perception que j'ai moi-même de la poésie d'Anna Akhmatova, qui est une poésie très intériorisée. Cet opéra est en fait un opéra qui a un double argument. Le premier argument, c'est la lutte d'un créateur, d'une créatrice pour exister dans un pouvoir totalitaire, en l'occurrence le pouvoir stalinien, et puis les rapports entre une mère, en l'occurrence une créatrice, et son fils, qui est un instrument de pression que Staline a beaucoup utilisé pour essayer d'influencer Akhmatova, ou en tout cas de l'endiguer. Ce qui était intéressant, c'était que finalement le contexte stalinien est là en permanence, mais de façon suggérée. Il y a des scènes démonstratives, l'arrestation de Lev Gumilov, il y a les moments où l'envoyé de Jdanov vient demander des comptes à Akhmatova, mais on ne voulait pas que l'opéra soit juste une démonstration trop premier degré des terreurs staliniennes qui auraient pu finalement exister sans la personnalité d'Akhmatova. On peut très bien écrire un opéra sur les camps, sur les goulags, sans avoir besoin d'Akhmatova. À partir du moment où on choisit de prendre une personne qui n'est pas neutre, c'est quand même elle qui est le sujet principal de l'opéra et pas le contexte. L'idée, peut-être même l'idée première de cette œuvre, c'était de déplacer des valeurs de choses qui existaient déjà. Quand on va à l'opéra, on est habitué à avoir une ouverture, et puis qui est un moment d'orchestre, et puis après l'action qui se déploie par le mot. L'idée, c'était d'inverser les valeurs là et d'avoir une ouverture qui serait à la fin de l'opéra. Alors évidemment, ce n'est plus une ouverture, c'est presque une fermeture, je pourrais dire, mais qui ne témoignerait pas d'une volonté en fait juste de conclusion, mais qui serait quelque chose qui ouvrirait précisément l'esprit vers l'activité intérieure d'Akhmatova, qui est la poésie. C'est très difficile de parler de poésie en musique. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est par la musique de suggérer une intériorité qui est l'intériorité de la création poétique. Voilà un petit peu comment j'ai été conduit à créer ce long postlude orchestral, qui est une pièce qu'on pourrait même jouer indépendamment quasiment de l'opéra, et qui en fait il apparaît comme une résolution de tout le conflit entre Akhmatova et son fils, et de tout le conflit intérieur d'Akhmatova en tant que poète dans un milieu politique qui ne lui est pas favorable. C'est très étrange comme l'opéra est un lieu de problème en général, parce qu'on a la musique, on a l'action, on a la mise en scène, on a la narration, on a le texte, et l'équilibre de chaque force est un équilibre problématique. Même le problème de la relation avec le librettiste, avec le metteur en scène, avec le décorateur. Je dois dire que j'ai l'impression de vivre dans un rêve depuis quelques semaines, dans la mesure où tout cet opéra s'est monté avec une simplicité
et une douceur extraordinaire. Dieu sait que le sujet est difficile, c'est un sujet sombre et dramatique. L'atmosphère de travail était absolument extraordinaire, l'orchestre et les chœurs ont été particulièrement actifs et agréables et positifs, ce qui fait qu'il arrive qu'on ait des quatuors à cordes qui posent vraiment des problèmes, des tensions quand on veut faire la création, alors que cet opéra est passé entre nous comme vraiment un moment de grâce. J'ai du mal à dire autre chose que cet opéra a été une aventure extrêmement joyeuse, et c'était sûrement nécessaire pour arriver à lutter contre l'émotion extrêmement forte de ce livret. Je ne suis pas russophone, même si je suis russophile. Je ne suis pas né en Union soviétique. Je n'ai pas connu le totalitarisme stalinien ou une autre forme de totalitarisme. Il aurait été un petit peu incongru que je veuille faire un opéra trop russe quelque part. La thématique est évidemment russe, et puis les personnages qui en font partie sont des personnages russes et des personnages qui ont existé. Néanmoins, je reste un compositeur français, même si j'ai des origines multiples et non françaises d'ailleurs, espagnoles et italiennes. Je voulais avant tout que cet opéra ait une forme d'universalité, parce que des Armatova, on pourrait en avoir ailleurs. On pourrait avoir plein d'Armatova qui existent aujourd'hui, des gens qui luttent dans un contexte difficile pour être des créateurs. Du coup, il n'y a pas de référence directe à la Russie, mais il y a quelques connotations russes. La présence d'un accordéon, qui est extrêmement important et qui est un instrument typique de la musique russe. Et puis une forme de couleur orchestrale dans le grave très intense, mais qui serait plutôt inspirée de la musique vocale russe. Je pense notamment au Vêpres de Rachmaninov, et avec cette capacité à créer un tissu extrêmement sombre, extrêmement noir. Donc il n'y a pas de citation de musique russe, il n'y a pas d'éléments typiques de la Russie, mais il y a une couleur russe qui a contaminé un petit peu tout l'opéra. Peut-être que dans le travail d'écriture de l'opéra, la chose la plus importante, c'est d'avoir un synopsis cohérent, une forme, un découpage, qui était la conséquence de l'utilisation de certains passages de la vie d'Armatova, puis aussi un travail sur la longue durée. Il n'y a pas de principe structuraliste, je veux dire, dégagé de l'action elle-même. Il n'y a pas une volonté dramaturgique abstraite, tout est relié au sens du texte. La structure musicale, elle est déduite du sens du texte, mais il y a tout de même le retour d'une musique à deux moments qui vient un peu structurer l'œuvre. Une scène devant la prison où est emprisonné donc Lev Goumilov, et cette musique revient un peu plus tard dans la scène où on apprend la mort de Staline, et finalement le fait de mettre en perspective ces deux scènes me permettait à la fois d'avoir un cadre à peu près fixe et figé pour l'opéra, et à la fois d'avoir une espèce de référence et de revanche. La mort de Staline comme une espèce de revanche sur le destin qui a accablé Lev Goumilov. Il ne s'agissait pas pour moi de juger Armatova, de dire c'est une mauvaise mère, ou de dire elle n'est pas courageuse parce qu'elle ne s'oppose pas à Staline, ou de dire elle aurait dû fuir l'URSS. Je voulais présenter Armatova de la façon la plus neutre possible pour le spectateur, pour que le spectateur puisse se faire une idée et avoir une opinion personnelle. Du coup, le personnage d'Armatova, il est assez multiple. Il peut être très acteur, mais il peut être aussi très fois très passif. Et ce qui était intéressant, c'est que cette ambiguïté d'Armatova, elle devait être retranscrite dans le discours vocal. Et ce qui était amusant, c'est à la fois d'avoir une espèce de grand lyrisme expansif, ne serait-ce que lié à la salle de l'Opéra de Paris, qui est immense et pour lequel il faut déployer une grande puissance vocale, et en même temps que ce lyrisme soit très intérieur. Et c'était ça un petit peu le conflit qui me permettait de caractériser Armatova. À la fois une poésie qui est une poésie très intérieure, très sobre, mais qui est comme une espèce d'explosion, qui a une espèce de projection extraordinaire. Quand on a commencé à travailler sur ce projet avec Christophe Gristi, on s'est beaucoup posé la question de la place de la poésie. Il y a 3 moments de poésie dans l'opéra, dont 2 qui sont imprégnés de la véritable poésie d'Armatova. Le début, où Armatova déclame un de ses poèmes. Une scène où Armatova donne un de ses poèmes à lire à Lydia Tchoukovskaya, qui est sa confidente, et où Armatova chante par-dessus elle pour essayer de masquer la poésie, pour ne pas que le représentant de l'Union des écrivains l'entende.
Et puis il y a un autre moment de poésie qui est à la toute fin du postlude orchestral, et qui sont 4 vers, mais qui ne sont pas d'Armatova, qui sont une espèce d'inspiration qu'a eu Christophe dans le style d'Armatova. Donc la poésie, elle a une fonction très précise, elle revient 3 fois dans l'opéra de façon dramaturgiquement économe, parce que le système de la poésie, qui est un système lié sur l'imaginaire, et le système de l'opéra, qui est un système de la représentation, sont quelquefois incompatibles, enfin sont incompatibles par nature. Et il fallait l'intégrer, la poésie, de façon très économe. D'accord. Évidemment, mon rêve le plus cher serait de voir un jour Armatova représentée en Russie. La personnalité d'Armatova est très appréciée en France, mais elle n'est pas un personnage central de la vie comme elle peut l'être en Russie et comme elle l'a été sous la période stalinienne. Cela pose le problème de la langue. C'est un opéra qui est tout de même écrit beaucoup pour le français, mais dont le caractère lyrique peut sûrement être propice à une adaptation en russe. Il faudrait que j'en parle avec un des adaptateurs, il y a des gens qui savent faire ça très bien. Moi, ne parlant pas russe, je ne pourrais pas le faire. Mais que ce soit en français avec un sous-titrage russe ou que ce soit en russe, j'avoue que la seule perspective qu'un jour cet opéra soit représenté à Moscou, à Saint-Pétersbourg, me remplirait vraiment de joie. Et j'ai eu des réactions très étranges d'amis russes qui sont venus voir Armatova et qui m'ont dit « mais c'est tout à fait elle ». Et je crois que ça a été le plus beau compliment qu'on ait pu me faire. Comme beaucoup de Français, je ne peux être qu'un Dostoïevski-phile, qui est pour moi le plus grand écrivain de romans qui soit, sûrement avec Tolstoï. Donc j'ai, dans mon panthéon d'écrivains internationaux, la France y compris, 2 grands Russes qui me hantent depuis toujours. Est-ce que cela permettrait de faire un bel opéra ou un beau ballet? Il n'y a que le travail qui peut le dire. Dans l'absolu, tout est beau et tout est utilisable. Après, il faut un travail concret pour le savoir. Mais ce sont en tout cas 2 figures qui personnellement font partie de mon quotidien. Et finalement, quand je lis Dostoïevski, je me sens presque plus russe que français.